Un grand merci pour cet entretien. Maintenant, agrippez-vous avec force à votre livre, munissez-vous de cordes et de provisions pour entreprendre avec Gaspard et Solal la grande ascension. Il est l'heure d'oublier le froid et la peur. La quête d'absolu est à portée de main avec Simon Parco pour Le bord du monde est vertical, aux éditions Le mot et le reste. Et pour cette discussion, j'invite Inès de la Motte Saint-Pierre à nous rejoindre sur scène. En avant-garde, il y a d'abord les deux chiens pisteurs, Zéphyr et Moira, deux border collies dont la tâche est de flairer le chemin le plus praticable pour éviter falaises, crevasses et avalanches. Zéphyr est en tête et tente d'ouvrir la voie en grinçant des crocs. Juste derrière lui suit Moira, son aînée de 3 ans. Moins fougueuse, mais plus trapue, plus puissante que son frère. Elle a le pas sûr de celle qui a déjà l'expérience de plusieurs hivernales en tête. Enroulée dans son collier de poils blancs, elle observe l'avancée de Zéphyr et lui fait parfois des mouvements de tête pour lui indiquer le chemin ou corriger sa posture. À 10 mètres derrière eux, Isée, leur maîtresse. Elle trace la route d'un pas déterminé. Ses 2 bâtons se plantent avec fermeté dans la poudreuse. Ses skis filent sur la neige. Une longue mèche blonde s'échappe de son bonnet. Isée, la bergère, est la première de cordée. La pisteuse du groupe, la tête chercheuse de cette précaire pyramide d'êtres humains. Sa tâche est de lire les signes que ses chiens lui envoient afin de tracer le chemin pour le reste des humains à venir. On dit d'elle qu'elle a le flair animal. À force de côtoyer ces bêtes, elle aurait développé leur sensibilité, ce qui lui permet de détecter en pleine tempête l'odeur du loup ou le risque de l'avalanche. Là, au milieu de la tourmente, elle doit inventer un chemin, c'est-à-dire se borner à suivre la ligne électrique, moyen le plus sûr pour ne pas se perdre et rejoindre avant la nuit le village de Notre-Dame-des-Neiges. Elle bifurque à gauche, grimpe de quelques mètres, puis atteint le sommet d'un rocher où elle attend le reste de la troupe. En se retournant, elle croise le regard de Vic, le second de cordée, qui tire avec peine un traîneau bâché sur lequel reposent 6 poteaux de bois ainsi qu'une bobine de fil électrique. Vic, dit le buffle, est le porteur du groupe. Sa corpulence lui permet de hisser des charges considérables en pleine pente pendant plusieurs heures et par moins 20 degrés, au prix de régulières rasades de liqueur et de quelques grognements animaux. Le buffle, c'est une silhouette imposante, supportée par 2 troncs qui lui servent de jambes. En cas de blizzard extrême, il peut utiliser son gabarit pour faire office de coupe-vent et protéger le reste de la troupe. Son large cou soutient un visage écrit par la montagne. Le vent, le soleil et le gel ont travaillé ses joues jusqu'à créer d'importantes stries et fissures identiques à celles qui zèbrent le flanc de la vallée des glaces. On raconte qu'un jour, alors qu'il remontait en tête sur une dalle verglacée, il entendit des cliquetis de roches dévaler la pente en amont, puis vit subitement un amas de pierres débouler sur lui. Au lieu de se rouler en boule contre la paroi, il poussa un cri de rage et se lança dans un corps-à-corps impossible avec l'avalanche. Imaginez la scène. À coups de coude, il balaya d'abord les petites pierres qui lui fouettaient le corps, mais une pierre plus importante tailla l'air et lui arracha une partie de son visage. Sa joue gauche disparut dans le vide. Vic chuta de 10 mètres. On le descendit inconscient dans le fond de la vallée, puis avec du gros fil, on recousit l'espace que la pierre avait ouvert en lui. Aujourd'hui, Vic partage un bout de sa chair avec la roche. À gauche de sa face, une discrète balafre part de sa tempe et vient se camoufler dans sa barbe. Sa cicatrice, vestige de la chute, marque de la pierre en lui, témoin de sa rencontre avec la falaise.
Arrivé au niveau d'Isée, il balaye sa barbe de son énorme paume pour en ôter la sueur avant qu'elle ne gèle. Au contrebas, il peut apercevoir Solal, le gamin, comme il aime l'appeler. « Allez, gamin, d'une heure !» crie-t-il en ajustant ses mains en forme de cône afin que sa voix se ferait un chemin dans le vent. Mince, mais de constitution solide. Solal, les cheveux châtains, coupés courts, portés par la fougue de la vingtaine. C'est sa seconde expédition en compagnie de la cordée. Ce matin à l'aube, Gaspard l'a réveillé en lui proposant d'occuper la place de troisième de cordée et d'aide-traîneau. Sa tâche consistera à aider Vic à soutenir le traîneau pour éviter que les poteaux de bois ne le quittent en cas de relief trop important. Malgré l'ingratitude du travail, Solal a sauté sur l'occasion, fier de participer à nouveau à une équipe aussi prestigieuse que celle-ci. Enfin, juste derrière Solal, marche Gaspard, son grand cousin, chef mythique de la cordée. Bien bâti, il a le pas sûr de celui qui a arpenté les montagnes depuis son enfance. Son visage est buriné par le soleil, sa barbe traversée par un sourire presque permanent. Bonsoir à tous. Bonsoir Simon. Bonsoir. Avant de parler de ce livre magnifique, au titre magnifique d'ailleurs, je voudrais que tu nous dises ce que tu as ressenti à la lecture de ce texte. C'est peut-être la première fois que tu l'entends lu sur scène. Oui, c'est la première fois et c'est toujours sympa d'entendre ces personnages crier. Donc merci David pour ce texte. C'est très intéressant d'entendre son texte lu par une autre voix que sa propre voix intérieure. Et c'est d'autant plus important pour un primo-romancier, je pense, d'entendre ça, parce que ça participe à se détacher aussi petit à petit de l'œuvre. Ouais. Grâce à David, on a fait connaissance avec les personnages qui composent la cordée. Comment elle est née, cette cordée, et que vont devenir ces personnages pendant le début de ce roman? Où vont-ils? Alors cette cordée, figure-toi qu'elle est née, en fait au début de cette cordée, il n'y avait que 2 personnages, c'était une petite cordée, c'était un binôme composé de Gaspard et de Solal, et puis au fur et à mesure des écritures... 2 des 3 hommes qui la composent? Exactement, 2 des 3 hommes qui la composent, et puis au fur et à mesure des réécritures, des écritures et réécritures, il y a d'autres personnages qui se sont regroupés, en fait, et pour répondre à ta question, ils vont faire groupe jusqu'à arriver en fait au pied du bord du monde, la Grande, cette montagne qui ne connaît pas de sommet, et là ils vont se décomposer puisqu'il va y avoir que Gaspard et Solal qui vont tenter l'ascension de cette montagne mystérieuse. Ouais. Donc on l'a compris, il y a à la fois une géographie très précise, un environnement très précis, en même temps un peu d'inconnu. Tu as été prof de philo, tu organises encore des marches philosophiques. Est-ce que justement tu avais envie que tes personnages soient bouleversés, soient finalement mis dans un environnement dans lequel ils puissent se trouver eux-mêmes? Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait de la philosophie, j'étais sur les bancs de l'université, et puis je me suis rendu compte petit à petit que j'apprenais beaucoup plus sur les sentiers, ou du moins sur les sommets. Et donc j'ai voulu créer en fait des personnages qui apprennent la vie, qui philosophent, mais à même les sentiers, au plus proche de la neige, au plus proche du danger, au plus proche de la mort. Donc ils ne philosophent pas en fait entre les 4 murs d'université, ils philosophent au fur et à mesure de la marche et au sein de l'environnement montagnard qui est propice à beaucoup de réflexions. Oui. Parce que tu organises donc des marches philosophiques et tu as toi dans l'idée qu'il faut marcher pour se trouver. C'est ça. Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée. L'idée c'est Aristote avant, mais effectivement, comme le dit Nietzsche, moi j'arrive pas en fait à penser et à écrire aussi. Ce livre a été aussi écrit sur les sentiers. Je n'arrive pas à penser et écrire. Alors, attends, ça veut dire que tu étais avec dans la montagne pour l'écrire? Pas tout le temps quand même. Je m'asseyais un petit peu quand même devant l'ordinateur, mais effectivement c'est un livre. L'inspiration me vient en tous les cas lorsque je suis dans des marches verticales, effectivement.
Du coup, j'ai perdu le fil. Perdu le fil de la question. Si le fil de la question, c'était que, comme Nietzsche aussi, ou comme d'autres penseurs ou écrivains, je n'arrive pas à penser ou à créer sans que le corps soit de la partie, en fait. Il y a vraiment un lien, il me semble, entre l'inspiration, entre le rythme de la pensée et le rythme aussi du corps en marche. La langue de ce texte est extrêmement poétique, je trouve. Tu nous l'as dit là un tout petit peu tout à l'heure que tu avais écrit, réécrit et encore écrit ce texte. Comment tu as travaillé ce premier roman ? Alors c'était tout à fait anarchique, ce travail. En fait, je l'ai réécrit 4 fois, ce livre, en réalité, et ça fait 4 ans que je l'écris. Donc, c'est une succession d'écriture et de réécriture, de collages, d'inspiration qui me viennent en fait en altitude et que j'essaye de regrouper au sein d'une narration cohérente qu'on appelle un roman, apparemment. Voilà comment je l'ai écrit. C'est des inspirations d'altitude qui sont collées, recollées ensuite pour donner une vraie consistance, pour qu'il y ait vraiment une trame narrative qui embarque le lecteur. Mais je découvre finalement que je veux faire un roman au bout de la 2e réécriture de ce livre. Oui. Je trouve que le titre de ce livre est absolument magnifique. Le bord du monde est vertical. C'est le cas d'ailleurs, je trouve, de tous les titres de la sélection de ce prix. Comment il est venu et qu'est-ce qu'il veut dire pour toi ? Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Vraiment pas ? Non, si, quand même. Si, quand même, allez. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au début, c'est un titre de chapitre. J'adore les titres de chapitres. Ça peut être des petits poèmes à eux seuls. Et puis, c'est un titre de chapitre qui, au bout de la 2e ou 3e réécriture, commence à sortir, à prendre de l'importance. Et je me dis que ce serait peut-être bien de le mettre en titre principal, finalement. Et ensuite, après, il m'est venu en m'inspirant de la vallée dans laquelle je résidais en fait à l'époque, dont la route est coupée l'hiver et est coupée tout court aussi parce qu'elle est coupée tout simplement par la face sud-ouest de la barre des Écrins et plusieurs 4000 autour qui empêchent les gens de passer. Et donc, on a l'impression, lorsqu'on arrive dans ce petit hameau, encore plus l'hiver, où on est obligé de skier pendant plusieurs heures pour l'atteindre, que la fin du monde est ici, en tous les cas, ou que le bord du monde, justement, est vertical. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit de tes personnages, de leur rapport à la vie ? Je pense... Ah, c'est une bonne question. On ne me l'a jamais posé. Je pense que ça parle de cette dureté en fait de la montagne, notamment qu'éprouve Gaspard, parce que c'est un titre à mon sens qui est dur. En fait, c'est dur comme titre. On se le prend comme ça, quand même, ce bord, lorsqu'on le lit. Et je pense que ça parle du rapport ambigu de mon personnage principal, Gaspard, qui connaît en fait la beauté de la montagne, mais qui connaît aussi son aspect horrible et terrifiant. Donc, je pense que ça parle de la dureté de l'environnement montagnard et pas que de sa dimension romantique ou sublime. Oui. Merci Simon. Merci à toi.